Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je voudrais faire une brève présentation d'une part de ma personne, dans la mesure où l'auditoire ciblé dans ce programme de téléenseignement est essentiellement constitué de doctorants de l'université à laquelle j'appartiens, qui est l'université de Tlemcen, et éventuellement à d'autres auditeurs possibles, puisqu'aujourd'hui le numérique permet d'élargir les horizons d'audience à la planète Terre, uniquement pour que ceux qui ne me connaissent pas, je pense qu'il y en a beaucoup, sachent d'où je viens, quel est le sens de mon rôle au sein de l'université de Tlemcen, où je suis recruté comme professeur contractuel. Je suis né à Tlemcen en 1940, donc j'ai 81 ans très bientôt, je les ferai dans une dizaine de jours, le 5 mai prochain. Néanmoins, je jouis encore d'une santé qui me permet de continuer à travailler. J'ai obtenu mon bac en régime carcéral en 1959. J'étais en prison, dans la prison de Tlemcen pendant la guerre d'Algérie. C'était le sort réservé à une bonne partie d'entre nous, des gens de ma génération. J'ai pu, grâce aux libéralités de la Ve République, le général de Gaulle venait de prendre le pouvoir et donc les mineurs avaient la possibilité de passer leur bac pour ceux qui le demandaient. Et c'est ainsi que cette obtention du bac en 1959, au lycée Ardaillon, parce que j'étais arrêté à Tlemcen, mais le centre du baccalauréat se trouvait à Oran à l'époque, ça m'a beaucoup engaillardi pour continuer mes études. Ça a été pour moi un moment important dans ma trajectoire. Donc, ce qui m'a amené, dès ma libération, à continuer mes études. Alors, j'ai quitté l'Algérie en 1961, quelque temps après ma sortie de prison, pour continuer mes études à Strasbourg, où j'étais inscrit en propédeutique, lettres, sciences humaines, et que j'ai obtenu évidemment la cour d'année 61-62. 62, c'est l'indépendance de l'Algérie. À l'époque, nous étions encadrés par un professeur qui enseignait la littérature latine à Strasbourg, qui était le professeur Mandouze, qui était un ami de l'Algérie, et qui a été d'ailleurs le premier recteur de l'université d'Alger après l'indépendance. Il nous a conseillé de rentrer, étant donné qu'on ne pouvait plus prétendre à une bourse française, du fait que nous étions désormais, on avait la nationalité algérienne, et donc je suis rentré à Alger pour continuer mes études. J'avais donc bac plus 1. À tort ou à raison, je n'étais pas tellement satisfait du contenu des enseignements que nous avions à l'époque, dans l'année, donc à partir de l'année 62-63. Il y avait un monde entre les cours donnés par Henri Lefebvre, Gusdorf, Abraham Mols, un grand cybernéticien, et les cours que nous donnait professeur Sicard, je ne me souviens plus des autres. Enfin bref, toujours est-il que, au même moment, le gouvernement Ben Bella désirait recruter du personnel, les gens qui avaient un tant soit peu la capacité d'occuper des postes de conception. Quelqu'un qui avait le bac plus 1 était évidemment recherché pour obtenir des postes quasiment régaliens.
du fait que l'administration française est partie. Le palais du gouvernement était quasiment vide après 62, et on avait besoin donc de cadres pour pouvoir faire marcher l'administration algérienne nouvelle. Et c'est ainsi que j'ai été recruté en juin 1963 au sein de la direction générale du plan des études économiques, qui dépendait de la présidence du Conseil, qui se trouvait au 6e étage du palais du gouvernement. Et à l'intérieur de la direction générale du plan, dont le directeur était Abdelmalek Temmam, il y avait des directions, dont la direction de la coopération, qui était dirigée par Abdelrahman Kiwan, un ancien avocat, et qui était membre du mouvement centraliste, un grand nationaliste, qui était membre du GPRA pendant la Révolution. Et dans cette direction de la coopération, il y avait deux sous-directions, celle qui s'occupait de la coopération bilatérale, la coopération entre l'Algérie et des pays singulièrement, et la coopération multilatérale, c'est-à-dire entre l'Algérie et les organisations internationales. Et c'est moi qui me suis occupé de la partie multilatérale. C'était une expérience très enrichissante, il faut le dire, parce qu'à 23 ans, j'étais confronté à des réalités que je n'avais pas soupçonnées quand j'étais étudiant. Et là, on était confronté aux dures réalités du terrain. Je dois dire que ça a été très, très formateur pour moi pendant les 3 années où j'ai occupé ce poste, jusqu'à fin 65, où j'ai... à la faveur d'une invitation à l'ambassade des États-Unis sur le chemin Beauport, après la colonne de Voirol. Je me souviens, j'étais invité à une réception où j'étais extrêmement déçu par l'inanité des discussions. Je me souviens, l'ambassadrice m'a tenu le crachoir pendant 1 heure sur la céramique turco-mauresque, moi qui ne connaissais rien au sujet. Bon, je trouvais que c'était complètement dérisoire. Bon, à tort ou à raison, je me suis dit, je pense que je devrais pouvoir reprendre mes études et continuer mes études pour faire autre chose. Les fonctions régaliennes de l'État ne me convenaient pas, du moins à l'époque. Voilà. Donc j'ai repris mes études et en fin 66, au cours de l'année 66, parce que j'étais parallèlement inscrit, j'ai oublié de le dire, inscrit à la faculté en tant que candidat libre, ce qui fait qu'on pouvait être inscrit, passer des certificats sans avoir obligatoirement suivi les cours, ce qu'on appelle les candidats libres. Donc j'ai pu passer les 4 certificats de la licence de sociologie au cours de l'année 65-66. J'étais inscrit en droit parallèlement. J'ai obtenu ma licence en droit en octobre 66. Et puis en 67, fin 66, début 67, j'ai opté pour un DES, un diplôme d'études supérieures, qui est l'équivalent de ce qui est devenu ensuite le DEA, le diplôme d'études approfondies, puis ensuite le master, et puis entre-temps, il y avait le magistère. Bon, enfin, c'est un peu compliqué tout ça. En tout cas, c'était l'équivalent du master 2 d'aujourd'hui, c'était le DES de philosophie, avec option sociologie, option psychologie ou option philosophie. Donc moi, c'était option sociologie. J'avais donc opté pour un sujet concernant la sociologie des migrations versus sociologie du travail. Il s'agissait de faire une enquête sur la condition des travailleurs immigrés maghrébins dans les charbonnages du Limbourg belgo-néerlandais, Belgique et Pays-Bas. Le Limbourg, il recouvre les 2 pays. Côté belge, c'est Liège, et côté hollandais, c'est Maastricht. C'est la même zone où on avait affaire à une forte population maghrébine. En fait, de Maghrébins, il y avait que des Marocains. Il n'y avait pas de Tunisiens, pas d'Algériens, ce que je découvrais au moment où je commençais à affronter le terrain. Mais peu importe, Marocains, Algériens ou Tunisiens, c'était des Maghrébins quand même. Et j'ai travaillé à la fois au niveau des discussions, des enquêtes sur
sur le terrain que des enquêtes in situ, c'est-à-dire j'ai pu travailler à 1000 mètres de fond pour voir un peu comment était extrait le charbon à 8 heures par jour par ces populations, et majoritairement d'origine maghrébine, marocaine, ou polonaise, ou yougoslave à l'époque. Très peu de Belges et très peu de Néerlandais allaient au fond, ils travaillaient en surface, c'était un travail pénible. Et il se trouve que, par le plus grand des hasards, le chef du personnel du charbonnage de Winterslag, qui se trouvait côté belge, m'a demandé de faire une enquête complémentaire pour savoir pourquoi une partie des migrants marocains partent en vacances d'été et ils ne reviennent pas tous, ils sont remplacés par d'autres. À l'époque, évidemment, il y avait une liberté totale de circulation entre le Maroc et la Belgique. Il y avait, je crois, une convention d'ailleurs qui était passée entre le Maroc et la Belgique en ce qui concerne l'employabilité du personnel marocain. Alors l'enquête que j'ai menée, à la demande du service du personnel de Winterslag, c'était que, d'ailleurs, la quasi-totalité de ces migrants venaient du Souss, la région du Souss, notamment Goulimim, du côté d'Agadir. Qu'est-ce qui se passait? Lorsque ces mineurs de fond partaient en vacances au bout de 5-6 ans d'immigration, c'est le chef du village, le chef de la communauté villageoise, qui décidait qui doit rester et qui doit partir. Alors ceux qui se sont fait suffisamment d'argent pour construire leur maison, pour investir, alors étaient priés de rester, tandis que les nouveaux, ceux qui avaient encore besoin de gagner un peu d'argent, étaient invités à les remplacer. Autrement dit, c'est le chef de la Jma'a de Goulimine qui décidait du sort de l'industrie charbonnière à 3000 km de distance. Je trouvais ça absolument faramineux. Comment est-ce qu'on peut diagnostiquer une réalité pareille? Et c'est ça qui m'a amené à quitter le domaine que j'avais abordé, dans lequel j'étais en train de faire mon initiation, c'est-à-dire la sociologie industrielle ou des migrations de travail, vers ce qu'on appelle la sociologie rurale, parce que le monde rural me paraissait l'output, ce qui est en amont. C'est ce qui est déterminant. Avant de travailler sur le phénomène urbain, ou sur la ville ou sur l'industrie, je pensais qu'il était plus important de travailler sur ce qui est en amont, c'est-à-dire le monde rural. Et c'est ainsi que je passe à un tout autre sujet. Après avoir soutenu mon DES en juin 67, j'ai opté pour une thèse de sociologie à la fois rurale et juridique rurale, qui concerne le domaine rural, mais sous un angle de sociologie du droit. Parce que j'avais fait une licence de droit parallèlement, et je dois dire que cette réorientation tombait sous le sens dans la mesure où depuis même quand j'étais fonctionnaire au plan, il m'arrivait d'aider mon père, et qui était désigné par les tribunaux comme expert foncier, et notamment dans le domaine, il était aussi considéré comme géomètre expert, près les tribunaux. Bon, il n'avait pas un diplôme de géomètre, mais à l'époque, on faisait feu de tout bois. On n'avait pas de géomètre escalité en Algérie après l'indépendance. Il a occupé cette fonction. Lui qui était entrepreneur de maçonnerie, qui a fait aussi de l'architecture, un DPLG, c'est-à-dire non diplômé. Et il se trouve que je l'ai aidé dans les expertises rurales à un moment où, après l'indépendance, beaucoup d'émigrés de l'ouest oranais, c'est-à-dire la région de Marnia, revenaient chez eux et, évidemment, en principe, devaient reprendre leurs terres qu'ils avaient abandonnées pendant la période où ils étaient de l'autre côté de la frontière. Eh bien non, il se trouve que beaucoup, sinon la plupart, avaient perdu la main, n'avaient pas envie de reprendre la charrue. Ils ont décidé de vendre
pour s'installer à Marnia ou ailleurs, dans une agglomération, une petite agglomération urbaine, éventuellement pour se convertir dans le commerce ou quelque chose d'autre. Il y avait donc une espèce de désaffection vis-à-vis du travail de la terre, certainement lié au fait qu'ils avaient perdu la main pendant 6 ou 7 ans. Et c'est là où les problèmes commencent. Les problèmes commencent parce qu'au moment où ils désirent vendre, dans 90% des cas, ce sont des terres qui sont en indivision, le mouchard. Et étant en indivision, ils ne peuvent pas vendre sans passer par une expertise. Quand elle se fait de manière amiable, c'est bien, mais dans la plupart des cas, il fallait passer par la voie judiciaire. Et c'est le tribunal qui désignait l'expert pour faire le travail d'enquête et pour savoir qui avait quoi. Travail complexe, très complexe, parce qu'on est dans des terres qui, la plupart du temps, n'ont pas été francisées, donc non soumises au cadastre, et il va falloir recourir à des fridas, des tserikas, des témoignages des personnes âgées pour essayer de reconstituer les filiations qui permettent de justifier qui a quoi. En tout cas, travail harassant, techniquement compliqué parce que, bon, manier un théodolite dans des régions montagneuses, c'est pas évident. Et puis en plus, il y avait toute la complexité juridique des actes à consulter, où on avait affaire à la fois au droit musulman, à la charia, on avait affaire au droit français dans certains cas, c'est-à-dire le droit issu du Senatus Consult de 1868, et aussi du Urf. Les trois rationalités juridiques étaient très souvent mêlées les unes avec les autres sur les mêmes dossiers. Hein. Et il fallait démêler tout cela, ce qui n'était pas facile, et je dois dire très franchement que ça a été pour moi passionnant. Passionnant parce que je découvre un monde nouveau, un monde insoupçonné. Et c'est ainsi que je me suis inscrit en thèse avec le professeur Jacques Bert, qui était professeur au Collège de France, qui était un des plus grands connaisseurs du problème foncier maghrébin, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la réalité rurale du Maghreb. Et j'ai déposé donc un sujet sur les implications socio-juridiques de l'indivision foncière dans l'Ouest algérien. Donc travailler sur l'Ouest algérien, ne voulant pas ici généraliser sur l'ensemble d'Algérie. Et au moment où, 4 ans après, en 71, en mars 71, j'avais soutenu ma thèse à la Sorbonne, bon, évidemment, j'ai obtenu ma thèse avec mention, et le jury m'a demandé si je pouvais continuer ce travail pour une thèse d'État, à condition d'élargir le diaphragme, si j'ose dire, c'est-à-dire de travailler sur l'ensemble de l'Algérie, étant entendu que le problème que j'ai soulevé, celui de l'indivision, est une réalité qui ne recouvre pas tout le territoire algérien. Et il y a les hauts plateaux, il y a le Sahara, qui pose d'autres problèmes que celui que j'ai rencontré dans le Tel, notamment dans l'Ouest, et que ça serait intéressant que je fasse une espèce de typologie de l'espace rural pour permettre, évidemment, de relativiser le constat que j'ai fait pour ma thèse de 3e cycle. Un travail immense, parce que travailler sur l'ensemble du territoire national, ça nécessitait un investissement important. Bon, une thèse d'État, c'est 6, 7, 8 ans jusqu'à l'avant pour la soutenir. Hein, on a tout le temps devant soi. Eh bien, je me suis attelé à ce travail, donc entre 71 et je crois 77, j'ai soutenu ma thèse d'État en février 77 à la Sorbonne sous la direction du professeur Ballandier. Et entre-temps, en décembre 76, j'ai soutenu ma thèse en droit public interne, option aménagement du territoire, avec le professeur Guy Debert, qui était membre du Conseil constitutionnel en France et ancien doyen directeur français, directeur des universités françaises. Voilà, alors, entre-temps, sur le plan de ma carrière professionnelle, j'ai enseigné à l'université d'Oran à partir de 68 comme maître assistant. J'ai pris quelques responsabilités, forcément, parce qu'il n'y avait pas grand monde parmi les nationaux sur des postes d'enseignants. Nous avions des coopérants français, aussi des coopérants venus d'Égypte, qu'il fallait gérer. Et j'ai à tour occupé le poste de doyen, vice-doyen, directeur d'institut. À ce titre, on a créé le
le magistère de sociologie du développement dans le cadre de la réforme Ben Yahya, c'est-à-dire qui est intervenue en 1977. Entre-temps, j'ai créé un centre de documentation et de recherche, le CDR, qui va devenir le CDSH, ensuite le CRIDIS, un centre de recherche et de documentation qui était installé au centre-ville et qui avait pris en main ensuite mon défunt collègue Abdelkader Jarloul. Et puis en 1983, j'avais créé une unité de recherche, puisque les textes le permettaient à l'époque, c'était l'URASC. En 1983, qui va devenir, à partir de 1992, le CRASC, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, que j'ai laissé, enfin l'URASC, que j'ai laissé entre les mains de collègues, dont Mme Benrabrid, qui a repris la main un peu plus tard, à un moment où le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Aboubakr Belkhaïd, m'avait demandé si j'étais intéressé par répondre à une offre de bourse, la bourse Fulbright, une bourse de l'université de Harvard, qui offrait cette bourse à un docteur algérien en anthropologie. Bon, à l'époque, le premier doctorat d'État en sciences sociales, c'était moi qui l'avais soutenu, par le plus grand des hasards. Hein. Donc j'étais le premier. Et le ministre n'avait pas fait un choix autre que celui d'ordre, disons, lié au problème de primogéniture, qui c'est le premier, donc c'est lui. On a fait appel à moi et j'ai passé donc comme ça près de 2 ans à l'université Harvard à Boston. Et puis, entre-temps, pour des raisons complexes, j'ai eu de difficultés à rentrer parce que les choses ont commencé à tourner un peu au vinaigre, pour dire les choses clairement. Et je n'ai pas cru devoir revenir de sitôt. En 1991, donc, j'ai été invité par l'Université de Lille comme professeur associé, ce que j'ai accepté de bonne grâce pour une durée de quelques temps. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, j'ai candidaté pour un poste à l'Université d'Amiens, où j'ai été recruté comme professeur titulaire de l'université. Mais je dois dire que pendant toute cette période où j'étais absent en France, c'est-à-dire de 91, de 90 plutôt, jusqu'à 2009, où j'ai obtenu ma retraite en tant que professeur émérite des universités, je n'ai pas cessé il n'y a pas une année où je n'ai pas été sollicité, soit pour une soutenance de thèse, tant à Oran, Alger. À Alger, ça a été essentiellement à l'EPO de l'Harrach qu'à Constantine. Et puis, j'ai animé de multiples séminaires pendant toute cette période, notamment au CRASC, comme j'ai été chargé de séminaires de l'école doctorale d'anthropologie qui était domiciliée au CRASC et qui m'a permis évidemment d'avoir en face de moi les doctorants de l'ensemble des universités algériennes, en dehors de l'université d'Alger, qui ne faisait pas partie de la Convention. Bref, et sans oublier les multiples soutenances de thèse qui ont eu lieu aussi bien à Oran, Alger qu'ailleurs. Donc j'étais pratiquement tout le temps présent sur les lieux, malgré l'absence physique, sans oublier qu'il y a eu une convention de recherche qui a été signée entre le CEFRES, le Centre d'études de formation de recherche sociale, un centre que j'ai créé à l'Université d'Amiens, et le CRASC, pour une enquête que nous avons menée sur le sud algérien. On a travaillé sur les oasis occidentales, à savoir Timemoun, le Adrar et Ensalah, c'est-à-dire les régions du Touat, le Tafilalet, le Touat, le Gourara et le Tilikelt, grâce auquel nous avons pu produire un film documentaire d'ailleurs qui fait partie des pièces constitutives de ce programme qui vous est présenté. Voilà en gros. Donc ensuite je me suis retrouvé, je suis rentré dans mon pays et j'ai eu à être sollicité pour divers projets, parmi lesquels j'enseigne comme contractuel aux doctorants. Et c'est dans ce contexte et dans ce cadre que
j'ai été amené à être sollicité par le rectorat pour organiser ce programme de téléenseignement. Voilà. Alors, je dois dire, en deux mots, qu'en ce qui concerne la langue utilisée pour cet enseignement, j'enseigne dans la langue française, parce que j'ai été formé dans cette langue. J'ai été amené à apprendre l'arabe, d'abord à l'école coranique quand j'avais 6 ans, et puis ensuite, je connaissais l'arabe de mon enfance, l'arabe dialectal. Ce n'est pas suffisant. La seule et unique fois où je me suis initié à la langue arabe classique, c'était en tant que langue vivante, quand j'étais en 6e au collège de Slal. Ça remonte à 52-53. Hein, ça nous ramène à loi. Voilà. Donc, j'ai fait partie de cette génération d'Algériens qui ont suivi leur cursus de formation universitaire entièrement en langue française. Évidemment, rien ne m'empêche de me remettre à l'école de la langue arabe. Évidemment, ce n'est pas, au moment où j'ai pris ma retraite à 69 ans, ce n'est pas à 69 ans que je vais m'y mettre. Ceci dit, je suis parfaitement en mesure de parler dans une langue qui soit à mi-chemin entre la langue parlée, l'arabe parlé et l'arabe littéraire. Mais je dois dire que la question n'est pas là. La question, en fait, elle est surtout liée au problème de la terminologie. Les réformateurs, que je ne citerai pas, ont sans doute considéré qu'il était plus facile d'arabiser les sciences dites humaines et sociales que les sciences dites exactes. Les sciences molles plutôt que les sciences lourdes. Eh bien, c'est faux. Les plus grands académiciens des langues, les plus grands linguistes du monde arabe, reconnaissent aujourd'hui qu'il est plus facile de trouver la terminologie en arabe des mots techniques comme cyclotron, magnétisme, que sais-je encore, que des concepts dans les sciences humaines. Pourquoi ? Parce que dans les sciences humaines, ce n'est pas un problème technique de conversion. Il y a eu des termes, une terminologie qui a été fondée par les savants arabes au cours du Moyen-Âge, qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Hein? Le mot amalgame, c'est un mot arabe. Al-jabr, c'est un mot arabe. Algorithme, al-khawarizmi, c'est un mot arabe, etc., etc. Donc, à partir du moment où il y a quand il y a une espèce de devancier qui a l'antériorité de désigner non seulement le mot, mais la chose qui le subordonne, eh bien, le mot est tout trouvé, on n'a pas besoin d'en chercher un autre. Alors, le problème est là. Or, ces concepts, ils ont été conçus au cours des derniers siècles, de ces 3 derniers siècles surtout, c'est-à-dire à partir du XVIIe surtout. Et il y a une avancée dans le monde occidental en ce qui concerne l'étude des cultures et des civilisations dans le domaine des langues, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine des sciences humaines d'une manière générale, là où le monde arabe était en situation de stagnation, n'est-ce pas, et où il se trouve que le sous-développement d'une langue n'est que le reflet du sous-développement tout court, hein, n'est-ce pas? Alors, toute la question, c'est, il ne s'agit pas de trouver l'équivalent technique du mot, mais de connaître les conditions de production du concept. Hein, ce qui a donné naissance à ce concept. C'est toute l'histoire de ce qui se passe à l'intérieur du cortex. C'est un problème cortical, en quelque sorte. Ce n'est pas un problème technique de traduction. Hein. Il m'est arrivé souvent de demander, par exemple, à des doctorants, enfin les doctorants qui sont arabisants, mais qui connaissent le français, bien évidemment. Je demande, par exemple, quel est le terme pour désigner le concept de patrimonialisme. C'est un concept qui a été élaboré par Max Weber, un sociologue allemand de la fin du XIXe siècle, pour essayer de montrer comment on est passé de la légitimité qui existait dans les régimes politiques pré-capitalistes, par exemple les légitimités monarchiques, hein, être légitime parce qu'on appartient, on est d'extraction noble, à
l'intelligibilité, ou tout au moins à la société contractuelle. C'est-à-dire on désigne un chef, non pas en fonction de son origine noble, canonique, mais en fonction d'un suffrage qui est exprimé par la société dite civile. Donc on passe de la légitimité qui relève de tout un ordre social à une sorte de contractualisation, d'un état contractuel, d'un état moderne au sens hegelien du terme, etc. Alors la notion de patrimonialisme est très souvent utilisée pour désigner des sociétés où prévaut encore cette forme de pouvoir qui est liée au patronyme, à la filiation, et qui concerne évidemment, pour la plupart des cas, les pays du tiers-monde, ou alors certaines monarchies, certaines démocraties, monarchies constitutionnelles, comme l'Angleterre, le Danemark, etc. J'ai demandé comment traduire en arabe le mot patrimonialisme, et un étudiant m'a dit l'abawiya. Le peu d'arabe que je connaisse m'a permis de faire remarquer que c'est pas abawi, parce que abawi c'est plutôt paternalisme. J'ai essayé d'improviser à ce moment-là le terme qui me paraît le plus proche, et j'ai dit Toratiya ou bien Toratawiya. Ça serait peut-être le terme le plus approchant, parce que la notion de Torat, patrimoine, renferme évidemment cette notion. C'est utiliser le patrimoine, les valeurs refuges, à des fins de légitimation politique. Et d'ailleurs, ce phénomène est un phénomène qui a été étudié par de nombreux chercheurs, historiens, sur les mythes fondateurs en Afrique, comme la décolonisation de l'Afrique noire. Hein. Bon, le problème est là. Le problème n'est pas de trouver un terme, mais de pouvoir comprendre le présupposé de ce concept, et le présupposé de ce concept, c'est revenir à l'histoire des conditions de production de ces concepts-là. C'est un travail complexe, c'est un travail qu'il va falloir qu'on fasse, et le chemin est rude, mais on doit s'y atteler. Hein. Si on doit produire un dictionnaire d'anthropologie historique, par exemple, eh bien, il faudrait que non seulement on mette des mots dans la langue arabe sur les concepts équivalents dans la langue anglaise ou française, mais il faudrait qu'on fasse une reconstitution synthétique de ce pourquoi on en est arrivé à baptiser ce concept de telle manière ou plutôt que de telle autre. C'est un travail qui reste à faire. Il n'a pas encore été fait. J'espère que viendra le jour où ce travail sera fait. Et il ne peut pas être fait par l'Algérie toute seule. Il ne peut être fait que dans le cadre d'un collectif du monde arabe, ou du moins des gens qui détiennent des compétences dans la terminologie arabe, et qui soient marocains, tunisiens, algériens, syriens, égyptiens, que sais-je encore, peut-être des orientalistes, pourquoi pas. Donc je ferme cette parenthèse pour dire que j'enseignerai dans la langue que je maîtrise. Cela ne m'empêchera pas de temps en temps de faire quelques sauts dans la langue dialectale pour pouvoir préciser un certain nombre de choses. Alors maintenant, je termine sur l'esprit de cet enseignement. Certains pourraient se poser la question pourquoi cet enseignement à large spectre, comme vous l'aurez certainement remarqué, dans le sommaire, il y a le plan, et dans ce plan, il y a des sujets très, très, très vastes, ouverts sur le monde. Eh bien, justement, une de mes priorités, c'est ce que je fais ici dans mon pays, comme je l'ai fait auparavant quand j'ai enseigné à l'étranger, c'est de considérer que lorsqu'on enseigne l'anthropologie cognitive, on est forcément placé dans une perspective pluridisciplinaire. L'anthropologie cognitive est forcément pluridisciplinaire. Et si elle est pluridisciplinaire, elle ne convoque pas seulement des disciplines au sens strict du terme, mais elle convoque aussi des aires culturelles, parce que dans l'anthropologie, le secret de la recherche est lié à la possibilité de comparer.
comparer entre ères de civilisation ou ères culturelles à vaste rayonnement, comme par exemple l'ère culturelle occidentale, l'Occident chrétien, à l'ère afro-maghrébine, ou à l'ère arabo-africaine, peu importe les combinaisons que l'on peut établir, dans la mesure où l'anthropologie a besoin de connaître certaines constantes, certains universaux, et ces universaux, on ne peut les débusquer qu'en procédant à des comparaisons à large spectre. Autrement dit, l'anthropologie cognitive m'ordonne de travailler dans la longue durée historique, en quoi un certain nombre de rationalités collectives, sociétales, étaient, au-delà de leurs différences et de leurs singularités, en quoi elles recelaient néanmoins certaines permanences ou certaines constances que l'on retrouve dans les sociétés contemporaines. Qu'est-ce qui unit ce qui existait auparavant et ce qui existe aujourd'hui? C'est consulter les tendances sur le long terme. Et ça, c'est un des aspects essentiels du problème de l'anthropologie. De même, il faut faire une comparaison synchronique et non pas seulement diachronique, c'est-à-dire ici et maintenant, comparer des faits de société, des pratiques culturelles, sociétales, qui existent aussi bien chez le peuple indo-européen qu'en Amérique latine ou en Afrique noire, etc. C'est-à-dire faire des comparaisons entre peuples qui n'ont pas forcément vocation, qui n'ont pas eu forcément vocation à s'influencer mutuellement et voir s'il n'y a pas quelques constantes qui relèvent des universaux. L'anthropologie, c'est ça. C'est ce qui reflète les caractéristiques de l'humain en tant que tel. Par-delà les spécificités culturelles qui, elles, relèvent d'autres choses. Elles relèvent, entre autres, de la sociologie. La sociologie s'intéresse beaucoup aux particularités. Mais l'anthropologie, il faudrait que je le rappelle, elle est surtout intéressée par ce qui relève des constantes sans ignorer les différences. Il faut savoir où se trouvent les différences et par-delà la différence, qu'est-ce qui relève de constantes et dans la durée et dans l'espace ici maintenant. C'est un travail difficile, un travail qui nécessite évidemment beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, et c'est à cet exercice que je voudrais inviter le public, l'auditoire, qui veut bien participer à ce vaste projet. Alors, très rapidement, le programme se décline comme suit, mais vous l'avez déjà lu dans le sommaire. Il y a d'abord une partie réservée à l'anthropologie, rapport entre anthropologie et histoire, déclinée suivant le paradigme économique ou le paradigme culturel. Aujourd'hui, il y a deux grandes tendances qui se partagent le privilège de dire l'histoire, un peu comme Madame Soleil. Il y a les économistes qui disent que l'économie politique nous permet d'établir des rapports de causalité et de même prévenir ce qui peut se passer dans l'avenir. Bon, je laisse aux économistes le soin, la responsabilité de leurs affirmations. Mais il y a aussi des dimensions culturelles qui jouent un rôle important, qui jouent un rôle important également aujourd'hui, pour montrer qu'il y a des formes d'irrationalité qui gouvernent le monde, même à un moment où la géopolitique est la plus serrée. Ensuite, on passe à l'anthropologie comparée des grandes aires culturelles. Ici, il y a quelques dossiers. La genèse du monothéisme, non pas d'un point de vue théologique, mais la genèse du monothéisme d'après l'historiographie moderne et contemporaine, notamment celle des orientalistes, sans préjuger évidemment des questions de la foi. Le problème de la foi, c'est un problème qui relève du sacré, qui relève du théologique, etc. Mais là, il s'agit uniquement de l'examen historiographique de la genèse des religions, notamment la religion monothéiste, qui va surgir dans un contexte bien précis. Alors ensuite, j'aborderai deux formations, deux aires culturelles distinctes qui ont été longtemps très liées entre elles, pour le meilleur ou pour le pire. D'abord la Méditerranée méridionale, en montrant
quelles sont les limites de l'accumulation marchande de longue distance qui a caractérisé le monde musulman notamment. Ensuite, le féodalisme ouest-européen, je dis ouest-européen parce qu'il y a, d'après les historiens, des formes de féodalisme ou des féodalités qui sont atypiques par rapport au féodalisme ouest-européen, selon Perry Anderson et Pierre Chenu, donc une approche comparative. Ensuite, pour comparer avec le féodalisme ouest-européen, ce qu'on appelle le féodalisme atypique, celui de l'Europe de l'Est, ce fameux Est sur lequel Engels parlait du servage tardif, c'est comme si le féodalisme qui a existé à l'Ouest va continuer beaucoup plus tard dans l'Europe de l'Est, ce qui va expliquer peut-être aussi le destin des peuples de l'Est, comme la propension à la révolution bolchevique, entre autres, mais ça, c'est un autre problème. Ensuite, nous abordons l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire tout le XVIIe siècle dans les pays pré-capitalistes, comme l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Et là, il s'agit évidemment de l'Europe de l'Ouest, pré-industrielle, parce que l'Europe est désenclavée, parce qu'on a découvert l'Amérique, parce que l'Europe connaît déjà la planète, elle sait qu'elle est ronde, donc il y a déjà une évolution importante. Et en même temps, c'est une période de crise, donc on voit ce contraste entre le désenclavement d'un côté et la crise de l'autre. Enfin, la révolution industrielle, proprement dite, qui démarre à partir du milieu du XVIIIe siècle, d'abord en Angleterre, ensuite en France, et puis ensuite dans les autres pays de l'Europe. Quels sont les tenants et aboutissants de cette révolution? Et ensuite, on passe à un autre domaine qui est, alors là, c'est l'anthropologie historique. Ensuite, on passe à l'anthropologie juridique à travers d'une grosse séance qui traite d'une part de la propriété et des modes de faire valoir qui correspondent aux formes de propriété, et enfin à la propriété et les modes d'établissement humain. C'est un rapport entre écosystème et propriété. Donc, on est à la limite de l'anthropologie et de l'écologie, de l'anthropoécologie, qui est un domaine qui est très peu utilisé, très peu fréquenté, si j'ose dire, par les recherches, notamment dans les pays latins. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus aux États-Unis. Enfin, dernier grand chapitre, à tout seigneur, tout honneur, c'est le thème de l'anthropologie politique et développement. Parce que très souvent, on parle d'anthropologie du développement ou anthropologie politique. Alors moi, je mets anthropologie politique, c'est-à-dire je m'interroge sur le politique, pas sur la politique, mais le politique en tant que phénomène de société, et le rapport entre cette anthropologie du politique et le concept de développement. Il y a ici une espèce de syncrétisme des genres entre les deux termes, et je m'appesantirai sur un certain nombre je ferai une revue critique des thèses qui ont été élaborées sur le sujet, en ayant une vision globale, globale du monde qui nous entoure, et puis, à la lueur de cette vision globale, j'entrerai de plein pied dans une illustration maghrébine pour ensuite terminer sur une application à l'Algérie. Alors, ce qui est important, c'est que je pars de considérations générales sur des concepts universaux pour ensuite parler du Maghreb, non pas en tant que singularité, mais en tant que modalité concrète, régionale, géographiquement parlant, d'un phénomène qui a vocation à être abordé en tant que phénomène, en tant que fait anthropologique. Vous voyez, parce que souvent, nous avons tendance à vouloir trouver de la singularité ou de la spécificité dans nos pays, là où cette spécificité n'est que fictive. Elle procède d'une variante ou d'une modalité de quelque chose qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus vaste. Or, c'est cette vision mondialiste, entre guillemets, avec toute humilité, je n'ai pas du tout la prétention de faire du mondialisme à outrance, mais montrer qu'on est obligé aujourd'hui de consulter l'infiniment grand et l'infiniment petit, de pouvoir chaque fois resituer ce qui nous paraît être spécifique dans notre propre réalité sociale à quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Et cette vastitude, nous allons la consulter à la fois dans la synchronie, c'est-à-dire ici et maintenant, et dans la diachronie, c'est-à-dire à travers la longue durée historique. Cette double dimension
comparatiste est pour moi une invitation à s'ouvrir au monde. Il y a des universités européennes ou américaines ou autres qui ont ouvert des chaires d'indianologie, d'islamologie, le Collège de France, il y avait une chaire de sociologie des sociétés musulmanes contemporaines. Pourquoi nous, Algériens, dans nos universités, on s'interdirait de nous ouvrir à d'autres cultures, à d'autres civilisations, et de nous sentir obligés de nous renfermer, de nous cloîtrer, de nous ghettoiser dans nos réalités intrinsèques. La meilleure manière de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nos sociétés, c'est de nous projeter projeter notre regard sur le monde. En tout cas, c'est ma philosophie, c'est ma conception de l'enseignement, de l'anthropologie cognitive telle que je l'ai appris sur les bancs de l'université et telle que je souhaiterais pouvoir le reprendre avec mon auditoire. Je vous remercie.